Cette semaine, Real Economy est à Strasbourg afin de déterminer comment partenariat et collaboration peuvent apporter un souffle nouveau à l'économie européenne. Au cours de cette émission, la commissaire européenne à la politique régionale va nous expliquer comment le partenariat peut conduire à des résultats économiques tangibles pour chacun d'entre nous. Nous allons voir comment une ville comme Liverpool, qui accuse un certain retard, utilise la collaboration pour retrouver sa gloire passée et comment l'adoption de meilleures stratégies peut nous aider à relever les plus grands défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Un peu d'huile de coude, une collaboration patiente et de l'argent peuvent changer la trajectoire de l'économie européenne. Nous sommes aujourd'hui au Parlement européen pour déterminer combien le partenariat au niveau européen et national devrait se répercuter sur une collaboration entre les gouvernements nationaux, les villes, la société civile, les entreprises, donnant ainsi à chacun d'entre nous un sentiment de propriété sur les investissements et les décisions politiques. Explication sur le fonctionnement de ces partenariats. Les pays européens ont d'abord dû déterminer dans quel domaine ils souhaitaient investir en utilisant les fonds européens disponibles. Pour cela, ils discutent d'abord avec les représentants des régions, des villes, de la société civile ou du secteur privé. Les pays soumettent alors à la Commission européenne un accord de partenariat sur leurs besoins nationaux. La Commission pourra y ajouter d'autres idées. Une fois approuvé et adopté, cela devient un contrat légal. Les décisions d'investissement se transforment alors en programme opérationnel qui permet de débloquer les fonds. Ces programmes sont des actions prioritaires au sein de l'accord de partenariat auquel chacun a contribué. Elles peuvent être pour et entre les pays, les régions et les villes. Toutes les parties prenantes coopèrent entre elles. Au Parlement européen se retrouvent nos représentants, y compris ceux d'une ville dont les habitants et le gouvernement ont saisi cette opportunité de macro-partenariat pour créer de nombreuses collaborations locales afin de rattraper un retard de croissance. Prenons l'exemple de Liverpool, où s'est rendue pour nous Sarah Chapelle. La ville portuaire de Liverpool était une puissance commerciale au cours des 18e et 19e siècles. Mais au milieu du 20e, ses docks et son industrie ont subi de plein fouet la récession du Royaume-Uni au cours des années 70. Pendant des décennies, Liverpool était persuadé que son époque de place forte économique appartenait au passé. Mais la ville a su se régénérer, changer en profondeur grâce à des projets ambitieux menés à bien, à force de travail, par ses habitants, mais aussi et surtout grâce à une meilleure collaboration. Un renouvellement massif au cours des 25 dernières années, encouragé à la fois par les investissements privés et des fonds publics, a permis de mettre en place une infrastructure économique solide pour aider les entreprises à prospérer. Ces 7 dernières années, près de 12 milliards d'euros ont été alloués au Royaume-Uni par le Fonds européen de développement et le Fonds social européen, dont 220 millions pour la seule ville de Liverpool. Le partenariat local d'entreprises est le principal organe de la région de Liverpool permettant de rassembler entreprises, dirigeants et institutions afin de faire progresser l'économie. Tous les dirigeants de la ville travaillent ensemble afin de déterminer quels sont nos points forts et nos avantages concurrentiels. Où nous situons-nous à l'échelle nationale et internationale? Où avons-nous une capacité mondiale? Notre stratégie est de s'appuyer sur ces forces. Le port est évidemment au cœur de cette stratégie. Un nouveau terminal à conteneurs en eau profonde, capable d'accueillir les plus gros porte-conteneurs du monde, a vu le jour. Il devrait permettre de constituer un nouveau pôle économique fort dans le nord de l'Angleterre. Dans un centre-ville redynamisé, des initiatives visant à stimuler la croissance des PME ont donné naissance à une pléthore de jeunes entreprises qui, pour rien au monde, ne voudraient être implantées ailleurs. Gary Carney est le cofondateur de ce qu'il décrit lui-même comme un grand magasin indépendant qui permettent à de petits détaillants locaux de pouvoir exposer leurs produits en plein centre. Nous avons bénéficié d'une réaction très favorable. Je pense que tout le monde se rend compte de l'intérêt de notre démarche. Cela se voit à la vitesse à laquelle le magasin s'est rempli.
Malgré le regain d'activité et de productivité de la ville, certaines zones de Liverpool restent parmi les plus défavorisées du Royaume-Uni. Encore un énorme challenge à relever, reconnaît le partenariat local d'entreprise. D'abord, vous devez commencer par créer la bonne infrastructure économique qui offre du travail à ceux qui le souhaitent. Nous devons maintenant nous assurer que nous atteignons tous les secteurs de notre société. Avec nous, Corina Crețu, la commissaire européenne à la politique régionale. Commissaire, bienvenue dans l'émission. Merci de m'avoir invitée. Je voulais d'abord vous demander si vous pouviez nous expliquer ce que veut vraiment dire partenariat pour les non-initiés. Cela veut dire impliquer tout le monde. Parce que nous ne pouvons pas décider depuis Bruxelles ce dont les pays, les régions, les États membres ont réellement besoin. Je pense qu'il est vraiment très important de coopérer ensemble. Nous sommes dans une année où tous les projets et les investissements pour les 7 prochaines années seront décidés et mis en place. Qu'est-ce qui est si différent aujourd'hui ? Beaucoup de pays ont connu de nombreux problèmes depuis le début parce que c'est vraiment une politique très compliquée. L'année dernière, j'étais très inquiète que les États membres ne prennent de l'argent que pour prendre de l'argent. Si on leur enseigne et s'ils se réunissent, hommes d'affaires et autorités locales, ils pourront concevoir ce qui sera le meilleur pour leur région lors des 7 à 10 prochaines années. Pensez-vous que certaines régions qui ont pris du retard sont à blâmer ou bien ne leur avons-nous tout simplement pas accordé suffisamment d'attention ? Nous avons des régions où nous investissons énormément, mais où nous ne voyons aucune progression, que ce soit à un niveau économique ou en termes d'emploi. Dans d'autres, les résultats sont beaucoup plus probants. Il n'existe aucune région en Europe qui ne bénéficie pas de l'argent européen. Je suis allé aux Pays-Bas, en Allemagne, en France. J'étais à Berlin et j'étais si fière de voir leur gestion des réfugiés. J'étais dans les banlieues, j'ai vu la reconstruction des espaces urbains, comme à Paris. J'encourage vraiment tous les États membres à utiliser ces fonds pour ce type de projet. Quand une idée ou une stratégie semble fonctionner, la partager, l'adapter à d'autres villes, d'autres régions, même d'autres pays, peut permettre de résoudre certains grands défis de notre temps. C'est le cas au Portugal, où s'est rendue Monica Pina. Quel est le point commun entre ces villes ? Elles sont toutes des villes d'accueil en termes d'immigration. Elles ont donc choisi d'unir leurs forces pour trouver des solutions à un défi commun. Comment ? En collaborant. La clé du programme européen Urbact, qui permet aux villes de partager et améliorer leur politique urbaine. Un premier rendez-vous se tenait au Portugal dans la ville d'Amadora. Personne n'a la science infuse. Cela va nous permettre de partager des réalités, des expériences et de nouvelles façons d'appréhender les défis que nous affrontons au quotidien. Urbact est un instrument de la politique de cohésion cofinancé par le Fonds européen de développement régional, les 28 États membres, la Norvège et la Suisse. Le budget total pour 2014-2020 est de 96,3 millions d'euros. On finance vraiment des échanges au niveau des partenaires, au niveau transnational, des études pour qu'ensuite ils puissent avoir un plan d'action local. Dès la première rencontre du réseau de villes d'accueil, leurs représentants ont été convaincus que les partenariats pouvaient réussir là où d'autres stratégies avaient échoué. La Grèce n'est pas une destination finale, juste un pays de transition sur la route de l'Europe. Notre ville a le plus grand pourcentage de migrants en Finlande. Ces projets sont très intéressants, ils nous permettent d'anticiper quelque chose qui peut se produire avant qu'il n'ait lieu. Nous recevons habituellement quelques 3000 demandeurs d'asile par an. Cette année, nous en avons déjà accueilli 30 000. Mobilité, emploi des jeunes et technologie verte sont des domaines où Urbact a connu ses meilleurs résultats depuis le lancement du programme en 2006. Aujourd'hui, la crise des réfugiés s'est ajoutée au calendrier. Cette année, plus d'un demi-million de personnes ont traversé la Méditerranée pour obtenir la protection de l'Europe. En seulement 3 mois, d'avril à juin, plus de 213 000 nouvelles demandes d'asile ont été formulées. Une situation qui requiert fonds, stratégie politique et organisation. Le centre d'accueil pour réfugiés de Bobadella, dans les environs de Lisbonne, a été créé en 2006 pour accueillir 42 personnes. Aujourd'hui, ils sont 76 réfugiés de plus de 20 nationalités.
Le pays en attend encore dans les semaines à venir. Nous avons une soixantaine de personnes en dehors du centre. Au total, nous aidons 276 personnes. Tous les partenariats sont importants et nous devons y travailler. Environ 70% de la population européenne habite en zone urbaine. S'ils sont généralement à la base de la croissance nationale, ils sont également plus exposés aux risques d'inégalité et d'exclusion. C'est la raison pour laquelle les villes sont les principales bénéficiaires d'Urbact. Nous sommes toujours avec la commissaire Corina Crețu. Avez-vous des exemples que vous voudriez mettre en avant en disant oui, c'est ainsi que l'on doit mettre en place un partenariat, ou au contraire d'autres où vous diriez plutôt non, ne faites pas ça? C'est quelque chose que je dirais aux États membres, aux régions, aux autorités administratives. Je ne veux pas rajouter de nouvelles réglementations, même si elles sont importantes, puisqu'elles permettent de contrôler l'argent. Mais si au niveau national, vous rajoutez de nouvelles exigences, ce n'est pas bon. Je ne veux pas de petites ou moyennes entreprises qui abandonnent parce qu'elles trouvent le processus trop compliqué, trop lent ou trop bureaucratique. Les gens sur le terrain savent le mieux ce qui fonctionne ou ce qui n'est pas utile. Alors j'invite chacun d'entre eux à faire remonter leurs idées, parce que dès l'année prochaine, nous commencerons à réfléchir à quoi cette politique de cohésion devra ressembler après 2020. Nous devons apprendre de nos expériences. Nous parlons de beaucoup d'argent. Qui gère ces budgets? Comment surveillez-vous son utilisation? Tout d'abord, nous nous appuyons beaucoup sur des auditeurs nationaux, mais nous avons également des auditeurs de la Commission européenne. Nous avons une tolérance zéro sur la fraude. Il est important que nous travaillions en toute transparence au niveau international. Quand on regarde ces accords de partenariat et le plan Juncker qui lui aussi souhaite attirer des investisseurs, n'existe-t-il pas un possible conflit d'intérêts? Non, ce n'est pas notre argent. L'argent pour la cohésion n'est pas concerné. Si c'est un grand projet et que l'argent de la banque d'investissement n'est pas suffisant, nous pouvons envisager de combiner les fonds, mais il n'y a pas de conflit. Au contraire, on marche ensemble, main dans la main.